and the wind calls my name. It stirs deep inside. Thoughts of where my spirit feels alive, and where the mind goes, the hunter will follow to go beyond that fight. Quand j'étais petit, c'est en Tasmanie que je passais mes vacances, à la ferme laitière de mon cousin, à gambader dans les enclos, à chasser et à pêcher. J'adorais pêcher la truite dans des crevasses ou poser des filets au-dessus des garennes de lapins. C'est là que j'ai tué mon premier lapin et que j'ai chassé mon premier daim. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai abattu ce daim. Et depuis, je n'ai plus jamais remis les pieds en Tasmanie pour participer à la chasse au daim annuelle. Comme les daims sont assez répandus en Australie, les occasions de chasse ne manquent pas. Mais il y a encore quelques années, si on cherchait un gros daim, c'est en Tasmanie qu'on le trouvait. Et encore aujourd'hui, on trouve souvent les meilleurs trophées dans le beau paysage vallonné de cette île. Pour tous ceux qui souhaitent participer à la saison de chasse, il faut avant tout un permis. Nous sommes à Launceston, à l'unité de gestion du gibier. On va entrer, parler avec quelques personnes et la chasse va pouvoir commencer. En tant qu'organisme gouvernemental, l'unité de gestion contrôle la chasse à travers tout l'État. Et depuis son agence à Launceston, l'agent de gestion de l'écosystème Dave Legis jongle entre un travail prenant de gestion des données et du temps passé sur le terrain. La saison de la chasse est toujours très chargée pour Dave. Mais il m'a quand même accordé quelques minutes de son temps pour me parler du rôle important que joue l'unité de gestion. Dave, merci d'avoir pris le temps de nous parler. J'ai hâte d'aller dans la brousse cet après-midi. Dis-nous les dates de la saison et le nombre de prises autorisées pour les daims en Tasmanie. La saison de chasse des daims est fantastique en Tasmanie. Pendant 4 semaines et 5 week-ends, on peut chasser les mâles avec des bois. Et les 2 dernières semaines, les daims qui en sont dépourvus, donc ça fait 3 week-ends et 2 semaines. Et après le rut, il reste 8 semaines dans les parages. Je sais que la chasse au cervidé a la cote en Tasmanie. Mais pour les novices ou ceux qui ne connaissent rien à la chasse, tu pourrais nous donner quelques chiffres sur l'investissement et son coût ? La chasse au cervidé en Tasmanie augmente de plus en plus. Donc si on revient aux chiffres de 2006, on a vendu 3600 permis de chasse au gibier et cette année, on prévoit d'en vendre plus de 4700. Et pour ce qui est du Victoria et d'autres États, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais une grande partie de la chasse ici se fait sur des propriétés privées. Et il y a des clubs ou des associations qui se développent pas mal. C'est un sport qui attire de plus en plus de jeunes et de femmes. C'est encourageant pour l'État. Le coût d'un permis de chasse est d'environ 66 $. On obtient l'autorisation pour 2 abattages, on sort dans la brousse entre amis et on essaie de traquer le gibier. 4700 chasseurs, ça fait un paquet. Ça doit générer des revenus importants. C'est des signes encourageants pour l'avenir et pour les chasseurs sportifs. Ça fait aussi rentrer de l'argent dans les caisses du ministère et ça permet d'embaucher de nouveaux agents de gestion et de travailler avec de nouveaux propriétaires fonciers. On a donc plus à offrir aux chasseurs, que ce soit en matière de gestion des animaux et des trophées ou d'encadrement de la chasse. Des études ont été menées et publiées en 2014 par Neil Finch et Peter Murray. Elles ont montré combien dépensait chaque année un chasseur australien. Et les chiffres oscillaient entre 1800 et 2000 $. Donc si on applique ça à la Tasmanie, ça veut dire qu'on génère plus de 8,3 millions de dollars par an qui sont injectés dans l'économie. Comme la plupart des chasses aux daims se font sur des propriétés privées, elles sont parfois controversées. Et il y a plein de bons retours sur les relations entre les propriétaires fonciers et les chasseurs. Quelle est la clé de ton succès ?
Oui, c'est une bonne question. L'apparition de la gestion de la qualité des populations de cerfs a beaucoup facilité mon travail. Ça a commencé à être pratiqué au début des années 90 en Tasmanie. On a fêté les 20 ans de la gestion de qualité ici il n'y a pas longtemps. Mais la gestion de la qualité des populations de cerfs dépasse la chasse. Il faut vouloir préserver la nature, aimer la chasse et prendre des décisions. Ça demande aussi des connaissances en biologie. Donc beaucoup de propriétés qui existent aujourd'hui ont formé des partenariats et des accords avec des propriétaires fonciers et gagnent ainsi en productivité. Après, ces accords peuvent prendre plusieurs formes. Ça va du contrôle des animaux aux contributions financières ou des contributions en nature. Et en récompense ou en retour, ils ont la chance ou le privilège d'aller chasser le daim sur une propriété privée. La gestion de la qualité des populations de cerfs et la gestion du gibier sur les propriétés vont de pair ici en Tasmanie. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'inviter le président du Conseil consultatif tasmanien sur les cerfs, M. Matt Allen, pour qu'il en parle. Matt, merci de nous accorder un peu de ton temps. Le Conseil consultatif joue un rôle crucial auprès des daims en Tasmanie. Quand et pourquoi a-t-il été fondé ? En 1977, le ministère a voulu réunir les chasseurs et les agriculteurs et améliorer les relations entre les différents acteurs. Aujourd'hui, dans la chasse au daim, il serait juste de dire que la plupart des chasseurs australiens ignorent combien ils doivent au Conseil consultatif et tout ce qu'il a accompli depuis le début en matière de gestion du gibier et qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Tu as accompli pas mal de choses au fil des ans. Raconte-nous les moments dont tu es le plus fier. Le moment le plus important pour nous a été la venue de Brian Murphy, arrivé tout droit des États-Unis. La chasse aux cerfs n'a plus été la même après lui en Tasmanie et au nord-est de l'Australie. Il a mis en place un code de bonne pratique. On a une proposition qui laisse entendre qu'on pourrait chasser pour la première fois sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des chasseurs qui chassent des espèces introduites sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça me plaît. La chasse au daim a un bel avenir en Tasmanie. Tout à fait. Non seulement ça donne aux chasseurs plus d'espace pour chasser, mais ils vont aussi avoir une saison plus longue et un plus grand nombre d'abattages. C'est ce que voudrait le Conseil consultatif, donner plus d'occasions de tir aux chasseurs et assouplir un peu les règles en matière d'abattage en Tasmanie. Matt, tu te plies en quatre pour les chasseurs, ça fait plaisir à voir. Comment les chasseurs peuvent-ils s'impliquer et t'aider ? En rejoignant des associations et des groupes de chasse. Ils peuvent faire entendre leur voix et envoyer leurs requêtes au Conseil consultatif parce qu'on doit trouver la meilleure stratégie de gestion, pas la meilleure lutte contre les parasites. Après avoir acheté nos permis, on a pris des provisions et on est allé voir mon cousin pour qu'il nous fasse faire le tour de la propriété où on allait chasser le daim ces prochains jours. On a même réussi à trouver où dormir, cette vieille cabane de trappeur. Elle était petite et pleine de charme. Il n'y avait pas de raison pour qu'elle ne nous plaise pas. On a déchargé notre équipement, préparé nos sacs de chasse et on est tout de suite allé jeter un œil dans les environs. Cet après-midi, on ne perd pas de temps. On a déposé notre équipement en vitesse dans la cabane et on a sauté dans la voiture pour aller faire du repérage. On a tellement de terrain à couvrir et il y a tellement de gibier à traquer qu'on avait hâte de s'y mettre. J'ai jamais mis les pieds sur cette propriété. C'est Marc, mon cousin, qui gère la chasse ici depuis environ 1 an. Il n'arrêtait pas de me répéter de venir ici. Le paysage est vallonné, voire montagneux. C'est aussi très boisé. Il y a des forêts à perte de vue qui entourent tous les champs cultivés. Il y a des champs là derrière moi sur la plaine. Il y en a aussi de l'autre côté. Pour cette chasse, j'utilise une très bonne carabine. C'est une belle carabine en bois, ça me change de l'acier inoxydable. Mais dans un paysage ouvert comme celui-ci, où on ne passe pas son temps à malmener son arme, c'est agréable de porter un objet en bois. J'ai un bipied ajustable devant, de bonne qualité. Comme le paysage est assez ouvert, les distances de tir vont être importantes. C'est pour ça qu'on utilise un bipied. C'est ce qui va faire toute la différence et nous donner de la stabilité pour tirer de plus loin. Même chose pour la lunette de visée. J'en utilise une de 4,5 par 14 et une fois de plus, je cherche une optique un peu plus puissante au cas où je fais face à de longues distances. C'est un calibre 308, plus adapté pour la chasse au daim de petite taille.
Donc, cet après-midi, notre objectif est de se mettre en hauteur, ce qu'on a fait. On est face au vent et les animaux dans les champs en contrebas n'ont pas eu affaire à des chasseurs depuis un petit bout de temps. Donc, on espère croiser un daim qui sorte des fourrés pour aller se nourrir, parce que le soleil va se coucher d'ici 1 heure. Oui, bingo. J'ai vu un daim, il aura pas fallu longtemps, c'est super. Il y a un petit troupeau de daims de l'autre côté de la clairière, exactement à l'endroit où on s'y attendait. C'est un bon début. Il doit y en avoir 2 ou 3 dans la clairière, et une demi-douzaine, peut-être plus, qui se reposent ou qui se nourrissent en bordure de la forêt. Donc, d'un moment à l'autre, on s'attend à voir surgir un mâle. Il suffit d'ouvrir l'œil et on verra bien. Finalement, on n'a pu voir que des dennes et des faons. À la tombée de la nuit, on s'est installé à l'extrémité d'un champ, caché. Plein d'animaux ont alors émergé des fourrés. Ça a été super de voir autant de daims, mais parmi eux, toujours pas de mâles. Finalement, cette petite séance de chasse a été super. On n'aurait pas pu espérer un meilleur premier jour. On a dû voir entre 50 et 75 bêtes, quelque chose comme ça. C'est surtout pendant la dernière partie, à la tombée de la nuit, quand on s'est caché au bord du champ, qu'on a vu le plus d'animaux. On a dû en voir entre 40 et 50. On a beaucoup de choix. Il faut décider où se poster pour la chasse de demain matin. Ce matin, on a décidé de monter au sommet de la colline, au-dessus de la cabane. Elle est à environ 500 mètres, un peu plus bas. Je crois qu'il faisait plus froid dedans que dehors. Les daims sont plutôt actifs par ici, on en a vu beaucoup. Les troupeaux se sont dispersés en petits groupes de 2 ou 3 sur les flancs de toutes les collines. Il y a un troupeau plus important sur cette crête. D'ailleurs, c'est parmi eux qu'on a vu notre premier mâle. Un jeune, probablement âgé de 2 ans, qui marchait le long de la clôture. Mais aucun signe d'autre mâle. Heureusement, les autres gars qui sont venus sur cette colline hier m'ont dit qu'ils en avaient vu plusieurs. Donc on a des raisons de penser qu'ils sont dans la forêt autour. À cette époque de l'année, soit ils restent entre mâles, soit ils commencent à pourchasser les femelles. J'ai voulu m'approcher de la rigole qui serpentait dans la vallée. Donc on l'a contournée et on a commencé l'ascension de la colline. On s'est vite rendu compte que toute l'activité était concentrée dans les broussailles. Comme à notre habitude, on a agi vite et bien. On n'a pas arrêté de croiser des groupes de dennes, et dès que j'ai aperçu un mâle, je me suis mis à plat ventre pour mieux le voir, mais il est parti. On a continué à grimper pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce qu'on trouve un terrain un peu plus plat. Le mâle qu'on avait vu est resté caché, mais on a vu des signes prometteurs. Beaucoup de traces de frottement des bois sur les arbustes. Mais au fil de la journée, l'activité des daims a diminué. Je n'ai pas vu passer la matinée. C'est souvent comme ça avec les daims, le temps file vite. Ils sont actifs très tôt le matin. Ça nous laisse peu de temps pour les abattre. Il doit être 10 heures passées, et tous les daims sont partis. Sûrement pour se reposer. Ils sont très difficiles à repérer. Mais on pense avoir trouvé où ils sont. On en a vu un plus tôt, et il y a plein de traces de leur passage plus haut dans la brousse. Et aussi plus bas, dans la zone entre la brousse et la plaine. Regardez ces frottements. Ici, la branche a même été arrachée. J'ai un petit creux, donc on va rentrer dans la cabane pour se préparer un petit quelque chose, et on ressortira en début d'après-midi. On a eu pas mal de pluie et de vent à midi et en début d'après-midi. Le temps s'est calmé maintenant. Le vent est tombé et la pluie s'est arrêtée aussi. Cette pluie fine est parfois une bonne chose. Elle fait bouger les animaux, tant que le vent ne souffle pas trop fort. Donc, on est revenu à la bordure de la forêt. On va remonter le versant de la colline, là où étaient toutes les traces laissées par les mâles ce matin.
Donc, il y a plein de collines. On a l'embarras du choix. On verra combien on peut en voir avant la tombée de la nuit. Cet après-midi a été un vrai mystère pour moi. Une fois que la pluie et le vent ont cessé, les conditions étaient parfaites. Mais peut-être même trop parfaites. On a parcouru beaucoup de chemins. On est monté au sommet de la colline et on a scruté la vallée avec les jumelles. Et on a vu presque aucun daim. On a aperçu 2 mâles tout à l'heure. Mais c'est à peu près tout. On a vu plusieurs groupes de kangourous et de wallabies qui s'enfuyaient à notre approche. On en voit fréquemment en Tasmanie. Pourtant, on n'a pu s'approcher d'aucun daim. Ils n'ont pas pu nous sentir. Je trouve ça bizarre. C'est des choses qui arrivent, je suppose. Même si on se concentre sur les daims, et c'est pour pouvoir les apercevoir qu'on s'est levé aux aurores, je n'ai pas pu résister à l'envie d'abattre ce chat sauvage quand je l'ai vu. Ces petits prédateurs font des ravages dans la brousse. Alors, quand on l'a vu près du point d'eau à la torche, à seulement une centaine de mètres de nous, je l'ai tué d'une balle de 308. Et j'ai par la même occasion rendu service à tout l'écosystème. Bref, revenons à notre chasse aux daims. On attend le lever du soleil posté près de ce champ. On a fait un bout de chemin à pied dans la pénombre après être descendu de voiture. On s'est installé ici pour observer le champ aux jumelles parce qu'on sait que des daims viennent ici pour se nourrir. Mais ils sont tous venus très tôt. On vient de voir 2 daines et on a entendu 2 mâles. Ils se battaient peu de temps avant l'aube. Mais on ne voit plus aucun animal maintenant et le soleil va se lever. On a encore une demi-heure avant qu'il fasse jour, donc il nous reste du temps. Ils sont tous repartis dans les bois, donc on va les y retrouver. On a quitté le champ pour nous enfoncer dans la brousse au lever du soleil. On a marché vers le sommet de la colline et au fil des heures, le vent s'est mis à souffler, ce qui n'était pas de bon augure. La météo n'est vraiment pas clémente avec nous ce matin. Mais ça peut faire sortir les daims. Il y a eu des averses et quelques bourrasques. Donc, on s'est abrité sous cet arbre. C'est drôle, parce que je pense que les daims font la même chose que nous. On suivait la trace d'un mâle par là, et on a trouvé les endroits où certains se sont couchés. On remarque les herbes couchées et des brindilles cassées. Et tout ce qu'on peut faire ce matin, c'est continuer notre route en essayant de nous protéger du vent et tomber sur d'autres endroits où ils se sont couchés. On a aperçu quelques femelles plus bas sur les plaines, mais on n'a vu aucun mâle. Avec toutes les marques de frottement qu'on a vues, il devrait y en avoir pas loin. Le reste de la journée n'a pas été une réussite. On a surpris quelques mâles, mais les bourrasques de vent ont rendu la traque impossible. Mais au moins, la pluie s'était arrêtée de tomber. En fin d'après-midi, le soleil était de retour et le vent soufflait moins fort. On a roulé vers une autre partie de la propriété pour chasser sur un terrain différent et essayer une autre approche. Ce système d'irrigation derrière moi est la raison pour laquelle on est venu chasser ici. La brousse et les enclos sont très secs. Il y a peu à manger en ce moment. Donc on s'est dit que les daims viendraient ici brouter cette herbe verte, surtout toute cette partie là-bas. Il y a beaucoup de fourrés près de cet enclos. Donc, ce qu'on a prévu pour cet après-midi, c'est aller un peu plus haut et se tenir à l'affût, prêt à tirer. Avec un peu de chance, ils descendront et traverseront la vallée pour brouter l'herbe verte.
J'ai pensé que le mieux serait de nous abriter du vent. Donc on s'est mis en hauteur pour avoir une belle vue sur ce versant où, pour l'instant, il n'y avait aucun signe de daim. On a vu de plus en plus de traces de frottement des bois et dans les fossés plus abrités, elles étaient partout. Il fallait à présent progresser lentement, ouvrir l'œil et se tenir prêt. 4 daims, des petits. Un daim est sorti d'un bosquet. Je me suis rapproché et après avoir eu un meilleur angle de vue, j'ai repéré un autre gros mâle qui se tenait à la bordure de la forêt. Ouais, je l'ai eu. C'est bon. C'est bon. J'ai eu le daim qui était resté à couvert, alors que 4 autres daims s'étaient enfuis. C'était un jeune. Je n'ai vu que son dos. Je l'ai tiré et je l'ai touché. Il a fait quelques pas avant de s'effondrer. Ouais, regardez-moi ça. Très beau. C'est un beau petit mâle. Et cette ramure, je cherchais un beau daim depuis des années sans mettre la main dessus. Et voilà que cette colline en est pleine. Tout est bien qui finit bien. Il s'est montré à la dernière minute parce qu'il ne nous restait que quelques heures sur place. Quel magnifique spécimen de daim de Tasmanie. Il est couleur chocolat. Ce daim est très intéressant. On remarque que son cou est très gonflé. C'est parce que c'est le début du rut. C'est pour ça qu'il était avec 4 autres daims. Il y avait une daine et 2 jeunes, et ils se sont tous enfuis. C'était un super emplacement. Je savais que ça valait le coup de rester posté là. Et Andrew et moi, on a aperçu ce daim derrière quelques arbres. Il pourchassait des daines, contrairement aux autres mâles qui restaient dans leur coin. Son cou s'est épaissi avec le début du rut. Et regardez-moi cette belle ramure. Il a de beaux corps. Ça ici, c'est l'andouillé de massacre. Et ensuite, voilà l'empaumure en forme de main à plusieurs doigts. J'adore ça chez les daims. C'est magnifique. Les fourchons sont un peu recourbés avec l'âge. C'est exactement ce qu'on cherche chez un vieux mâle. Des bois de 65 à 75 cm. Il vaut mieux les tuer autour de cet âge-là. Je dirais que celui-ci a 5 ans environ. Donc, il est plus âgé que le groupe de jeunes qu'on a vu tout à l'heure. Il y a d'autres traces de rut ici. Il s'est battu, ses oreilles sont déchirées. Il n'a pas été épargné. Il reste clairement des résidus d'écorce qui viennent des frottements de bois qu'on a vus pendant notre ascension. Ce mâle a été abattu par ma belle carabine en bois de calibre 308. Ça a été un plaisir de la porter pendant cette chasse. Elle est très légère. J'ai aussi utilisé de bonnes munitions. Et cette lunette de tir ajustable de 4 à 14. Mais pour cette chasse, je n'ai eu besoin que de la puissance 4. Je l'ai abattu en un coup qui a traversé l'épaule pour atteindre le poumon. Il a parcouru quelques mètres avant de s'effondrer. Il faut savoir être persévérant. On a eu du mauvais temps ce matin, du vent et de la pluie. Puis on a eu du soleil et j'ai abattu un très beau daim. On finit la chasse en beauté. La graisse autour du cou du daim était gage de bonne santé. Et avant le rut, c'est un gibier délicieux. J'ai divisé les morceaux de viande entre Andrew et moi. Les rumsteaks, les longes et les filets, parmi beaucoup d'autres très beaux morceaux de cet animal fantastique. Et le meilleur pour la fin, j'ai pu récupérer mon trophée, ce magnifique daim de Tasmanie.